Bonjour à tous. Nous sommes en direct du théâtre de Laval pour le festival du premier roman et des littératures contemporaines. Dans ce théâtre vide depuis hier, mais on vous imagine bien derrière vos écrans. Et on compte sur vous pour poser des questions. Vous pouvez poser des questions par le chat en dessous de la vidéo. Et on prendra 10 minutes à la fin pour répondre à vos questions, chères lectrices et chers lecteurs, qui nous manquaient tant cette année. Cette table ronde s'intitule Ce que ça dit de nous. Des romans réalistes qui parlent de nous, de notre collectif, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, avec trois premiers romans puissants. Et je suis donc accompagnée des autrices et des auteurs de ces trois premiers romans, Aude Lancelin, Laurent Petit-Mangin et Abel Quentin. Aude Lancelin, on vous connaît journaliste, autrice de différents essais, mais finalement c'est avec le roman, avec la littérature, avec ce roman, La Fièvre, publié aux éditions Les Liens qui libèrent, que vous avez choisi de nous parler des Gilets jaunes, au travers de deux protagonistes principaux, un jeune électricien au chômage, Johan, monté à Paris, comme on dit, depuis la Creuse, pour la manifestation du 24 novembre 2018, manifestation au cours de laquelle, emporté par la fièvre, il va jeter un pavé qui ne fera aucun dégât, mais ce geste va lui valoir une peine de prison avec sursis, ce qui est extrêmement violent pour lui, et cette peine va tragiquement changer son destin. En parallèle, vous nous faites suivre un jeune journaliste de Libération, Eliel, qui lui va s'intéresser au mouvement, plutôt pas très convaincu au départ, hein, on va en parler, mais qui va changer de regard sur ces gilets jaunes. Je ne vais pas en dire plus pour le moment et je vais présenter les livres de vos petits camarades. On est dans le collectif, donc. Laurent Petit-Mangin, Ce qu'il faut de nuit, à la manufacture des livres. C'est une immense histoire d'amour d'un père pour ses deux fils. Et c'est compliqué de continuer à aimer son fils aîné lorsqu'il se met à fréquenter des fachos, alors que ce père les a élevés dans des valeurs de gauche. Et c'est encore plus difficile quand ce grand-fils devient un meurtrier lors d'une altercation avec un antifaf. Tenter de comprendre comment on a pu en arriver là, et surtout, il me semble, réapprendre à aimer malgré tout. La conclusion du livre, ce serait cela. Abel Quentin, bonjour. Bonjour. Premier roman également, donc Sœur, aux éditions de l'Observatoire, où comment une ado de 15 ans, génie marchand, vivant dans une famille normale, dans une ville normale, petite ville de la Nièvre, tout ce qui est plus banal, va se retrouver embrigadée par l'islam radical. Je dis se retrouver embrigadée, mais il y a aussi une question de choix. Elle fait ce choix. Un choix à la fois de la sororité, le titre n'est pas là par hasard, parce qu'elle se retrouve avec un groupe de filles radicalisées, la notion de groupe est importante, et puis le choix de la haine et de la violence ultime. Tout cela dans une France en pleine campagne électorale, en pleine campagne pour les présidentielles, où une sorte de candidat un peu favori est en plein virage ultra-droitier, pourrait-on dire. Alors la littérature, pour dire le monde, dire la France telle qu'elle est, sans jugement, sans démonstration, un constat, alors peut-être parfois un constat d'échec, mais je trouve en tout cas dans votre livre avec aussi énormément de tendresse. Aude, je vais commencer avec La Fièvre. Et surtout, effectivement, ce que je disais en introduction, vous êtes journaliste, vous avez écrit des essais, le choix de la forme romanesque pour réhabiliter les gilets jaunes et puis les ancrer dans la mémoire. Pourquoi ce choix? Et puis est-ce que le mot réhabiliter est le bon mot?
Le choix, il s'est imposé tout de suite à moi, en fait, parce que, d'une part, je voulais vraiment laisser une trace aussi profonde que possible de ce mouvement qui avait été extrêmement maltraité, voilà, sur la scène publique, par les politiques, par les journalistes mainstream. Et je pensais que la forme sensible, la forme romanesque, était le plus efficace pour ça. Donc j'ai choisi, tout en retraçant la réalité de ce mouvement, la réalité la plus vécue. C'est un mouvement que moi j'ai accompagné Oui, parce depuis. que le 24 novembre, vous étiez sur les champs. Le 24 novembre, j'étais sur les Champs-Élysées. C'était la première fois. Et on a tous vécu ce jour-là, nous qui étions sur le terrain, moi en tant que journaliste, hein, en tant qu'observatrice, mais un véritable choc, un choc politique, un choc esthétique. Moi, c'est la première fois de ma vie, bien sûr, que je voyais des barricades en construction. Euh, et dans ces moments-là, d'action extrêmement intense, on apprend énormément, très vite. On apprend sur le pouvoir, on apprend sur les solidarités entre les gens qui se tissent au fil des minutes. Et tout ça, je ne me voyais pas l'exprimer autrement que dans un roman. Euh, Par Pourquoi? ailleurs, Parce qu'il y a plus de place pour l'émotion dans le roman. il y a plus de place pour l'émotion. Clairement, euh, j'avais pas envie d'une thèse sur le sujet des gilets jaunes, hein. Certains l'ont fait, ont commencé à le faire, hein, même s'il faudra un peu d'épaisseur temporelle, hein, pour bien comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Moi, je pense que c'est un point de départ, hein, de vagues successives qui vont revenir, hein, et qui vont finir, je pense, par mettre à bas le système politique que nous connaissons actuellement. Et puis il se trouve que le mouvement des Gilets jaunes lui-même est un mouvement extrêmement romanesque à certains égards, parce que se sont croisés des gens qui n'avaient aucune chance de se connaître, de se rassembler à nouveau. Les premiers actes sur les Champs-Élysées en 2018, on avait à la fois la France la plus conservatrice, euh, la France, on avait à la fois des cœurs de Vendée et on avait à la fois des drapeaux rouges. Et on avait le métro à 5 heures. On avait absolument tout le monde. Et se sont passés à ce moment-là des échanges humains, des connexions totalement improbables. On avait l'impression que le peuple français était à nouveau en fusion, comme il a pu l'être au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Merci. Laurent Petit-Mangin, c'est pas un livre sur le Front National, c'est pas le Certainement propos, pas, non. mais je l'ai dit, c'est une histoire d'amour, mais le contexte politique, finalement, sert au développement du texte. Et je l'ai dit aussi en introduction, un constat, il y a une certaine neutralité dans ce que vous décrivez. Peut-être parce que c'est la voix du père. Oui, bon, parce que déjà, c'est effectivement pas un livre politique. C'est-à-dire que le sujet de ce livre, c'était de traiter de la déception. Est-ce que des parents peuvent être déçus de leurs enfants? Et finalement, cette déception, elle aurait pu se manifester de plein de façons différentes. C'est-à-dire que le fils aurait pu faire du trafic de drogue, il aurait pu faire, bon, en l'occurrence, la déception liée à l'engagement radicalement différent du fils par rapport aux valeurs du père, bon, m'aidait à avoir un cheminement assez doux, enfin à la fois de créer une sidération à un moment, mais d'avoir un cheminement relativement doux au drame qu'on a pu citer tout à l'heure. Donc c'était ça qui m'intéressait. Et effectivement, j'avais envie pour autant que les lecteurs et les lectrices soient pas trop vite astreints à cataloguer les personnages dans un camp, dans l'autre, en disant ça c'est les gentils, c'est les méchants. Enfin, j'avais envie que bon, finalement, il y ait cette part de doute raisonnable sur tout humain, quoi, en fait, se dire, bon, bah ok, c'est quoi ses motivations, pourquoi il fait ceci, pourquoi il fait cela. Donc c'était ça le propos de mon livre, et d'où cette certaine
on va dire, neutralité ou bienveillance finalement vis-à-vis de l'ensemble de ces personnages. Et je disais que ce père les avait élevés dans des valeurs de gauche. Il fait partie d'une section du PS de la SNCF, section qui a un peu désertifié, alors encore plus depuis qu'il paye plus l'apéro. Et il dit lui-même que je pense aux gilets jaunes ou pourquoi des gilets jaunes, que les valeurs de gauche se sont peu à peu diluées et que finalement ils passent leur temps à plus taper sur les cocos que sur les nantis. Et puis qu'il y a un petit racisme diffus quand même. Ouais, qui On est à commence à Villerupt, une s'installer, petite ouais. ville, et finalement les kebabs qui s'installent, ça passe pas quoi. Ouais, et pour autant, je pense, enfin en tout cas moi, mon protagoniste, je pense qu'il est tout sauf gilet jaune. Enfin, dans sa façon d'être, dans son passé, dans sa façon d'être encore là. Je pense que c'est quelqu'un qui croit, lui, à l'ordre tel qu'il est, au fonctionnement de la société, qui veut la changer, je dirais, de façon, on va dire, bon, telle qu'on l'a connue sur les dernières années, quoi. Alors lui effectivement, mais le Jackie, pour prendre le terme lorrain, hein, Exactement. le Jackie qui est le voisin, Effectivement, vous l'ami de la avez raison, famille, Fifi, ouais. moi je le verrais bien Ouais, gilet ouais, jaune. je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord que lui a davantage le profil plus, on va dire, impétueux et oui, ouais. Abel Quentin, euh, c'est rigolo parce que je crois qu'au départ, vous vouliez écrire sur l'extrême droite. Ouais. Et finalement, vous avez écrit sur la radicalisation. Ah oui, c'est pour ça que je souriais quand j'écoutais Laurent Petitjean, parce que c'est vrai que mon projet au début, c'était plutôt un profil à la... un profil ouais, de jeunes identitaires qui finissaient par commettre un acte terroriste qui m'avait été un peu inspiré par ce qui s'était passé avec Maxime Brunery en 2002, qui essaye de tirer sur Jacques Chirac le 14 juillet. Je m'étais intéressé à cette trajectoire. Maxime Brunery a écrit un livre en prison. En plus, ça permettait d'avoir un petit peu un livre de repenti, d'avoir une vision assez précise de son cheminement intellectuel. Et puis, les choses ont fait que mon livre a changé de braquet, c'est-à-dire que je raconte donc une radicalisation djihadiste, mais finalement les ressorts sont aussi pas si différents et ça m'a pas. Puis surtout, ça a été peut-être même plus engageant pour moi. J'ai décidé de parler d'une fille et pas d'un garçon. Mais c'est vrai que je m'étais aussi intéressé à cette forme de radicalisation et qui. Alors, je pense qu'il ne s'agit pas de faire des équivalences, et c'est pas mon propos, mais un Maxime Brunery, je pense que c'est un garçon qui aurait peut-être pu aussi terminer à regarder des vidéos de Daesh parce que les ressorts de mal-être adolescent, les ressorts d'appétence pour une identité très forte, radicale, le besoin de violence, les forces de l'ennui, tout ça, c'est un peu un terreau commun, quoi. Alors, la part de Jenny, cette jeune fille de 15 ans, c'est pas politique du tout, sa conversion à l'islam et son engagement auprès de l'islam radical. Euh, c'est pas une gamine qui a subi le racisme. Elle est française, d'origine Ouais. française, avec des parents qui sont ce qu'ils sont. Un père plutôt réac, une mère plutôt écolo de gauche. Enfin, je disais tout à l'heure, une ville banale, une famille normale. Et il n'y a rien de politique dans cette décision-là. Il y a juste un mal-être adolescent. Et puis, une autre jeune femme, Dounia, qui est sur les réseaux sociaux à l'affût de ce mal-être, en fait. Ouais, il n'y a rien de politique, d'autant qu'elle a 15 ans. Donc, Oh, on peut être politique. ouais, non, à c'est 15 vrai, ans. c'est vrai, mais c'est vrai que elle ne formalise, elle ne formalise pas tellement son mal-être. Et puis tout à coup, on va lui donner un appareil idéologique prêt à penser qui est extrêmement manichéen, qui lui permet un peu de mettre en scène cette espèce de mal-être innommé qu'elle n'arrive pas
ouais, qu'elle n'arrive pas à formaliser, alors que Dounia, donc, qui est la fille qui est un peu son mentor, quoi, même si c'est un mentor de 16 ans, elle est beaucoup plus à l'aise avec les mots, elle aime les mots, elle aime séduire, donc c'est aussi un livre sur la séduction du verbe, sur le pouvoir qui peut être aussi mortifère de la langue. Et donc, ouais, ces deux personnages qui sont, des adolescents, mais avec, je dirais, une suiveuse et une personne plus solaire quelque part, plus, ouais, plus séductrice, quoi. Aude, alors effectivement, chez Laurent et chez Abel, chez Laurent, il a quoi, 24, 25 ans, grand Ouais. maximum, fus. Donc on n'est plus tout à fait dans le mal-être adolescent, mais enfin on est dans le mal-être du jeune adulte qui a du mal à démarrer. Mal-être adolescent chez Quentin. Vous, Johan, il est un petit peu plus âgé, 35 ans ou quelque chose comme ça. Mais mal-être, ça c'est certain, à l'origine des Gilets jaunes. Et puis on disait que c'était pas politique là chez cette jeune fille, chez Jenny. C'est aussi un rejet de la politique, le mouvement des Gilets jaunes, et, et puis, j'allais dire une haine de notre président, mais il y a quelque chose de violent comme ça, enfin, et on va dire de compréhensible dans les arguments. Oui, alors c'est vrai que le mouvement s'est cristallisé assez rapidement autour de la personnalité, de la personne du président Macron, euh, pour des raisons un petit peu biographiques de Macron, c'est-à-dire que voilà, il vient de la banque d'affaires, c'est quelqu'un d'extrêmement arrogant, ça je crois qu'on peut difficilement le contester. Il incarne comme ça une espèce de suffisance de classe, de mépris de classe, que ces gens extrêmement malmenés par la vie, précarisés, ont immédiatement, de façon très intuitive, identifié. Mais c'est presque une anecdote en fait, parce que je pense qu'il y aurait eu un autre, ça aurait pu se précipiter de la même façon. Alors ça n'aurait pas pris les mêmes formes, mais voilà. Donc oui, effectivement, moi, le personnage central de mon livre, qui est un homme que j'ai rencontré, que j'ai connu, dont j'ai assisté à l'arrestation, qui est Johan, 35 ans, c'est le gilet jaune type absolu, le maître étalon du gilet jaune. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit dans la Creuse, qui est complètement dépolitisé, qui a commencé une carrière en tant qu'électricien, mais qui a été fracassé par les coupes budgétaires et la restructuration d'EDF, et qui va, à travers ce mouvement, retrouver une vie publique, retrouver, se remettre debout, se mettre à penser, se mettre à apprendre. Lui qui était, qui a quitté l'école très tôt. Et ça, on l'a observé vraiment, c'est ça qui était beau, c'est ça qui était extrêmement touchant dans ce mouvement, on l'a observé à grande échelle. C'est-à-dire que c'est des gens, vous disiez, qui étaient dans le rejet de la politique, oui, qui sont dans le rejet du monde politique, qui sont dans le rejet des politiciens, qui sont dans le rejet de ce que la politique est devenue aujourd'hui. Mais ils sont, en réalité, ils ont fait de la politique, ils en ont fait à la racine, ils en ont fait à main nue. Puis il a fallu apprendre très vite, et c'est peut-être ça Voilà. aussi qui a manqué. Il a fallu apprendre très vite. Même, j'ai vu des gens in situ réapprendre ce que c'est qu'une assemblée, apprendre ce que c'est qu'un vote, et comment le faire respecter, et comment, voilà. Et évidemment, la course de vitesse avec un pouvoir, lui, très aguerri, très cynique, et qui a le temps pour lui, elle était un petit peu perdue d'avance, et ça, on pouvait le comprendre en fait dès les premières semaines. Et un pouvoir qui était quand même effrayé, parce que enfin, moi j'ai eu le sentiment que ça leur a fait très peur. Ils ne Alors, comprenaient pas ce qui se passait quand même. ben, voilà, c'est comme le pouvoir a eu très peur. Moi, je suis absolument convaincue qu'on est passé à un cheveu d'une bascule majeure, hein, au minimum d'un changement de régime. Et le pouvoir, comme une bête blessée,
n'a pas oublié ce moment de vacillement des premières semaines, de novembre et décembre 2018, et l'a fait payer extrêmement cher derrière à tous ceux qui l'ont initié par une répression extrêmement violente. Le retour des châtiments corporels, quasiment, les mains arrachées, les yeux, les mutilés, bon, tout ce qui a été un petit peu médiatisé tardivement, trop tardivement, quand le mouvement était déjà en train de retomber. Et oui, je pense que mais c'est le propre de l'État, ce monstre froid, comme disait le philosophe, c'est d'avoir le temps pour lui et d'avoir le temps d'apprendre. C'est-à-dire que les leçons que le pouvoir a tirées de la période des Gilets jaunes, euh, malheureusement, il sait les utiliser aujourd'hui. Et puis l'État qui est l'antithèse du collectif, finalement. Censé être élu par le collectif, mais... C'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade d'anémie au minimum, et même un stade terminal de la politique, tel que, voilà, on a des votes ultra majoritaires dans des assemblées qui ne sont plus du tout représentatives. Donc il n'y a plus de... Le pays réel n'embraye plus sur sa représentation, donc on est arrivé dans une impasse totale dont, de mon point de vue, il va bien sûr falloir sortir d'une façon ou d'une autre. Laurent Petit-Mangin, donc FUS, 24 ans, il a eu une vie quand même... Bon, la maman est tombée, la maman est tombée malade, je crois qu'il avait 13 ans, il est devenu un peu, enfin c'était l'aîné de la famille, il s'est occupé du petit frère de Gilou, ils allaient à l'hôpital avec le père tous les dimanches, ils l'ont regardé mourir pendant 3 ans, enfin c'était... Mais en même temps, il n'a jamais manqué d'amour, enfin il y a un père extrêmement présent, alors justement ce père se remémore un peu toute la vie ensemble, sans vraiment culpabiliser, mais on sent quand même que cette remémoration des faits, c'est une façon peut-être de chercher là où il a failli. Et finalement, il ne sait pas bien pourquoi il traîne avec ces fachos, mais moi j'ai le sentiment qu'il y a aussi finalement cette envie du collectif. Ils ont un atelier de récupération, ils vivent, ils se sont installés une petite cabane, des tentes sur un terrain. Il y a sortir de la famille qui étouffe un peu, et puis cette envie du collectif. Oui, il y a une envie d'amitié, je pense déjà. C'est-à-dire que ça commence par la fréquentation d'un groupe bon, qui, lui, va être un peu plus accueillant peut-être que le groupe dans lequel il était initialement. C'est-à-dire, tant qu'il travaillait bien à l'école, bon, il était dans un groupe assez bienveillant. Puis finalement, bon, au fur et à mesure qu'il va décrocher, bon, bah, il va se faire distancer par ce groupe et il va finalement retrouver un groupe un peu plus accueillant. Qui est celui-ci et qui, lui, bon, finalement, a des actions à la fois diverses, on va dire, effectivement, des actions très locales d'aide aux petits vieux du coin. Et Oui, puis, Paris nous envoie de l'argent pour voilà, aider donc il y a deux aspects, c'est-à-dire il y a l'aspect effectivement très peut-être instrumental de Paris, mais bon, finalement, ils y trouvent leur compte là-dedans, eux, localement, ils ont de l'argent et ils peuvent faire un certain nombre d'actions et se retrouver ensemble. Ouais. Abel, il y a dans Sœur une espèce de portrait en creux quand même de tout ce qui ne va pas dans notre société contemporaine. Et la notion du collectif, elle est double, je trouve. Parce que finalement, Jenny, ce qui la blesse, alors c'est une gamine plutôt solitaire, un peu différente. Et puis ce qui la blesse, ça va être le collectif. Puisqu'il y a une espèce de boom, elle pense qu'elle va pouvoir sortir avec le beau gosse de la bande, et puis finalement elle se retrouve un peu cyberharcelée sur les réseaux sociaux où tout le monde se moque d'elle, etc. Donc ça c'est vraiment la meute adolescente qui peut être très, très cruelle. Donc il y a ce collectif qui la rejette et qui la heurte, et finalement elle va se trouver un autre collectif. Il y a toujours ce besoin quand même du clan, du groupe. Oui, c'est vrai, c'est une fille qui
qui est très solitaire, qui soliloque un petit peu toute seule dans la cour, et puis qui va être humiliée sur les réseaux sociaux, et qui est dans une sorte d'ambivalence parce qu'à la fois elle veut être toute seule, elle veut que personne ne la regarde, elle supporte mal le regard des autres, et en même temps elle a quand même cette envie d'appartenir à un clan, à une famille, et donc elle va trouver sa meute à elle, et sa meute à elle, c'est des filles qui tout à coup lui parlent, l'entourent avec cette notion de sororité, et qui sont drôles aussi. Donc j'ai voulu raconter ça. Ce que je raconte, c'est un djihad 2.0, adolescent, puéril, mais aussi avec des filles qui ont une forme de gouaille, qui sont paradoxalement parfois touchantes, en tout cas j'espère. Et Bah, qui sont des gamines de leur qui s- époque, enfin, c'est ça, élevées à la exactement. télé-réalité, qui écoutent de la Ouais, musique, on les verrait au bien chicken, je sûr. sais plus quoi, où elles se Ouais, ouais, réunissent. elles vont dans un fast-food, alors qui est même pas halal, et donc ça fait partie, c'est une des multiples Contradiction. contradictions de ces filles-là qui en fait, alors sont séduites par aussi ce côté chemin de Damas de la conversion. Il y a cette notion de vie d'avant, la Jahiliya, ce qui est très important dans les parcours de radicalisation, c'est-à-dire que on rompt avec une vie de péché, et donc et au moment où on rompt avec cette vie, on s'invente un nouveau personnage. Et d'ailleurs, concrètement, ça consiste pour elle, à prendre un nouveau nom, une kunya, un nom de guerre. Et donc tout ça, c'est assez facile, parce que je pense que c'est un âge où on se rêve d'autres vies, et voilà, là, ça se fait en un tour de main. Mais en réalité, la vie d'avant, elle est toujours là. C'est-à-dire qu'elle a toujours cette façon de parler, des codes des goûts pour la télé-réalité, pour une forme aussi un peu de sentimentalisme mièvre que je montre, c'est-à-dire qu'elles se font draguer par des jeunes hommes qui sont à Raqqa, mais qui sont aussi paumés qu'elles, et qui les draguent sur Skype, et qui leur promettent le mariage, et elles ont l'impression d'être dans un conte de fées. Donc c'est cette espèce de mélange-là, avec, c'est vrai, la notion de famille, de clan, qui est très, très séduisante. Il y a aussi, et il y a ça aussi dans le livre de Laurent, la notion de lâcheté. À un moment, le père trouve qu'il a été lâche avec son fils, on y reviendra. Et là, vous montrez aussi une sorte de lâcheté, un peu du lycée, quand elle Mm. arrive avec son voile. Les parents, alors pas forcément lâches, mais les parents, ils sont paumés plutôt. Ouais. Et puis, et là, il y a un écho fort avec Aude. Les intellectuels français en prennent bien pour leur grade. Vous nous inventez un Miguel Enfroy et un Bernard Pécuchin. Un islamo-gauchiste, vu que c'est Ouais. le terme à la mode du moment, et l'autre beaucoup plus réac, voilà, et qui disent à peu près autant de bêtises l'un que l'autre dans leur analyse. Ouais, c'est ça, il y a un côté un peu Bouvard et Pécuchet de la, D'où le Pécuchin. voilà, euh, de, euh, euh, du commentaire politique. Donc, ce que j'ai essayé de montrer, c'est cette espèce d'air du commentaire permanent, où il y a j'ai voulu en faire un peu deux perroquets comme ça qui jacassent, et alors Pécuchin, c'est vrai que il a un côté clairement droitier. L'autre, c'est finalement une espèce de baderne vide qui, euh, qui vraiment brasse du vide, et j'ai voulu montrer ça, quoi, montrer que ces phénomènes qui sont très concrets, on les traite souvent par l'hystérie, par des slogans, des formules creuses. En tout cas, longtemps, ça a été le cas. Et, euh, et donc, voilà, les parents, quand ils veulent savoir comment réagir, qu'ils allument la télé pour savoir comment faire avec leur fille, bah, ils tombent sur ce genre de discours qui sont un peu des discours de mandarins déconnectés, quoi. Mandarin déconnecté, on en a un très beau, Aude, dans votre livre. Vous lui donnez le nom de Laurent Bourdin, il est sociologue. C'est un peu le mentor d'Eliel, le journaliste. Puis évidemment, ça va se déliter un peu. Euh, Vous montrez à quel point les intellectuels, et notamment les intellectuels de gauche, soit, alors vous allez me dire, soit n'ont rien compris à ce qui se passait,
soit on montrait un profond mépris de classe par rapport aux Gilets jaunes. Oui, si vous voulez, le peuple, le prolétariat, pour un intellectuel de gauche, c'est un petit peu un business model. C'est-à-dire que... or là, il se trouve que le peuple qui a surgi sur les Champs-Élysées, avec son patriotisme archaïque, avec ses préjugés conservateurs, etc., avait vraiment une tête qui ne leur plaisait pas, tout simplement. Et c'est vrai que quand les médias ont commencé à les traiter de lepénistes, d'antisémites, etc., on sentait que du côté de la gauche radicale, il y avait un profond malaise et une difficulté à les défendre aussi, et un doute en fait, un doute foncier sur ce qu'est le peuple. Et ça a donné lieu, alors pour un romancier, pour un observateur, à des scènes extrêmement comiques. Forcément, parce que certains intellectuels ont passé plusieurs mois à jouer à cache-cache, et alors dans leurs livres, qui rendent hommage à la Commune, qui rendent hommage à toutes les révolutions à travers le monde, ils avaient une insurrection sur le pavé parisien, ils se mettaient toujours en situation de ne pas avoir à se prononcer vraiment sur le fond. Alors quand les violences policières sont arrivées, qu'elles sont devenues manifestes, obscènes, qu'il n'était plus possible de les éviter, là, ils sont revenus sur le devant de la scène en début d'année 2009, et là, ça a été un rôle, ils ont endossé un rôle classique, le rôle anti-police, anti-parti de l'ordre, anti-droite sécuritaire. Là, ils étaient beaux, ils retrouvaient leur marque, ils retrouvaient leur pied. Mais c'est vrai que, alors évidemment, il faut se méfier des généralités, bien sûr. Hein, il y a toujours des exceptions. Il y a des gens qui ont compris de façon assez précoce ce qui était en train de se passer. Mais c'est vrai que ça a vraiment, cette période a questionné le rapport profond qu'entretient la gauche radicale avec le peuple, notamment le peuple français, d'où aussi la tentation chez plein d'entre eux de s'inventer des peuples de substitution qui leur conviennent beaucoup mieux. Si possible très très loin, à des milliers de kilomètres, hein, donc des prolétariats nomades, voilà, idéalisés, qui seraient censés fomenter un jour une révolution mondiale. On ne sait pas trop comment, ni par le biais de quel réseau, mais enfin voilà. Mais évidemment, du point de vue littéraire, du point de vue de la satire, c'était un terrain d'observation absolument génial, voilà. Et donc j'ai par exemple essayé, alors je ne sais pas si c'est réussi, mais en tout cas j'ai essayé de montrer dans quels affres, dans quels dilemmes étaient tous ces gens-là. Certains ont même, les moins malhonnêtes, ont même avoué rétrospectivement que pour protéger leur carrière, pour protéger leurs intérêts universitaires, pour protéger la sortie de leurs livres parfois, ils s'étaient abstenus d'un soutien public à ce mouvement qui était jugé inquiétant en fait. En fait, il y a eu de la lâcheté aussi. On parlait de lâcheté avec Abel. Alors, bon, mais ça c'est c'est un milieu que je connais assez bien, que je fréquente. Je viens un peu de là, hein, puisque moi j'ai fait des études j'aurais pu être professeur de philosophie, hein, puisque voilà, j'ai passé les concours adéquats. Mais effectivement, ce qui m'a, je crois, tenu éloigné d'eux, c'est la certitude que, en restant à la faculté, en enseignant, en cherchant, en n'étant pas de plein pied dans la vie, dans les rencontres, dans les expériences, j'allais m'amputer de quelque chose d'extrêmement précieux, de vital. Comme s'ils parlaient du haut de leur chair. Mais de fait, par exemple, ce mouvement historique des Gilets jaunes a montré que c'était le cas, en fait. Quand vous ne passez pas une centaine d'heures dans le froid, en phase des CRS ou dans des assemblées improbables ou à parler à n'importe qui sur les places et tout,
Vous ne pouvez pas sentir la chair de ce genre de mouvement. C'est pas possible, tout simplement. Laurent, je disais, le père, à un moment, parle de lâcheté, et à un autre moment, il parle de honte. C'est quand même lâcheté vis-à-vis de son fils, honte de son fils. C'est des moments extrêmement violents et cruels dans la paternité. Oui, et ça reste pour le coup des ressorts très personnels. C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout sur Là, on n'est pas dans le collectif. on n'est pas dans le On est collectif, vraiment on est dans vraiment l'intime. dans l'intime. Je pense que c'est un père qui est fatigué. C'est un père qui a été très actif pendant toute sa vie, qui a, je pense, fait le coup de poing quand il fallait faire le coup de poing, mais toujours, disons, dans un cadre. C'est-à-dire, et on revient un peu à la différence. Et là, il est fatigué. Je pense qu'il est fatigué. Il se rend compte un peu de son impuissance finalement maintenant à exercer, je dirais, un quelconque avis ou une quelconque direction vis-à-vis de son fils. Et bon, je dirais presque il est tout aussi désemparé finalement avec son fils, son cadet, qui pourtant lui réussit, qui lui finalement prend le chemin que le père souhaitait, mais on s'aperçoit que il est tout aussi désemparé, tout aussi démuni quand il va par exemple l'accompagner dans son lycée et qui ne sait pas parler, qui se sent tout petit par rapport à ça. Et c'est ce qui m'intéresse aussi, c'était de montrer finalement. Mais encore une fois, moi je reste vraiment dans un canevas très très intime et c'est pas de. Le microcosme de la Ouais, famille. c'est Ouais, vraiment la ouais, famille, oui. ouais. Euh, Moi, en tout cas, dans vos 3 livres, je trouve qu'il y a à la fois quelque chose de la fracture et de la frustration. Euh, Fus, c'est jamais dit complètement comme ça, mais bon, finalement, il a fait un lycée technique, un IUT, il s'en tire pas si mal, hein, il était en décrochage scolaire, c'est pas. Mais finalement, ce petit frère un peu surdoué, un peu très doué, qui part faire une super prépa dans un grand lycée à Paris. Jérémy, qui est un ancien voisin avec qui il était ami au collège, qui lui-même a fait ses grandes études et qui vient un peu servir de De prof mentor, ouais. particulier, de mentor pour Gilou. Vous le dites jamais comme ça, mais enfin d'ailleurs, le père dit quand même que c'est une espèce d'acte de vengeance vis-à-vis du tournant facho de l'aîné, de faire venir Jérémy à la maison, comme si on lui mettait quand même un peu son échec sous le nez. Euh, c'est dur de gratter cette frustration et de l'exprimer dans une fiction. Non, enfin en l'occurrence là, ça n'avait pas été dur parce qu'elle a été très naturelle. C'est-à-dire que cette voix du père, elle a été, c'est pas la mienne, c'est pas celle de mon père, c'est une voix qui était là, bien présente, bien installée, qui m'a accompagné comme ça pendant plusieurs semaines, et elle était très naturelle. Donc vraiment sa frustration, oui, je l'ai écrite facilement. Enfin, c'est-à-dire, j'ai pas eu justement à la conceptualiser, à me dire qu'est-ce que ça pourrait être. Elle était là et elle était à écrire en fait. Mais il y a la frustration du fils et il y a la Et la frustration frustration du père, bien ouais. sûr. Et- Et puis il y a l'état, enfin quand je parle de frustration et de fracture, en fait, alors je sais que le terme est assez à la mode, mais il y a un truc sur ce qu'on appelle aujourd'hui la France périphérique, enfin celle qui Bon, se... donc c'est là où je me lève. C'était le plateau. Je supporte Moi pas. j'ai du mal avec ce terme-là, mais j'arrive pas. Mais Non mais enfin, vraiment. alors mais de toute façon, moi je trouve que les gilets jaunes, ça montre ça. On a l'impression qu'il y a Paris Mm. et le reste de la France. On vient tous de la France périphérique, là, ce machin. Alors non, par contre, c'est une France qui a été industrialisée, où il y a un taux de chômage énorme, où certains villages n'ont plus assez de gamins en âge d'aller à l'école, donc où les écoles ferment. Ouais. Mais finalement, c'est une réalité Oui, mais pour moi, bien... bon, on en discutait avec Aude juste avant la rencontre. Pour moi,
Je déteste ce Le terme terme. parce que bon, il J'ai bien fait de implique, dire que je l'aimais pas avant de le dire. il implique énormément tout de suite d'images très rapides. Alors peut-être qu'initialement, hein, je veux bien considérer et je veux bien comprendre que le terme était bon pour décrire quelque chose d'assez subtil. Et je trouve que bon, malheureusement, bon, On au fur l'emploie et à à toutes les mesure sauces. de l'emploi à toutes les sauces, bon, on y met quand même déjà beaucoup d'images instantanées qui correspondent pas à la réalité, là, pour le coup, de ce que vivent mes protagonistes. Alors certes, ils sont vraiment très en périphérie, ils sont en frontière France-Luxembourg, mais bon, je veux dire, mis à part ça, ils n'ont rien de périphérique, ils sont installés dans la vie française. C'est des gens qui croient à un lendemain qui sera meilleur, bon, qui font tout pour que ça le soit, bon, alors qui à un moment de leur vie sont très fatigués, très démunis, mais voilà, quoi, qui se sentent intégrés dans cette France, qui reconnaissent les institutions scolaires, c'est-à-dire bon, les lycées, les voies d'excellence, tout ça. Donc, Mais ce que je disais pour Abel, c'est quoi, une ville normale, une famille exactement. normale. Et ce qui effectivement, aujourd'hui, on met Et ça après, dans cette expression fourre-tout qui veut plus rien dire, alors que c'est la normalité. et c'est vrai, bon, par exemple, il y a quelques semaines, là, j'étais dans le Lot. Bon, c'est quand même un département magnifique. Bon, et pour autant, bon, qui perd des habitants, là, visiblement. Enfin, d'après ce qu'on m'en disait, hein, je n'ai pas fait d'études derrière. Bon, et vous vous dites, bon, il suffirait finalement d'assez peu de choses pour réinverser la tendance. C'est-à-dire qu'effectivement, inexorablement, il y a un peu moins de gens chaque année, donc un peu moins de classes, donc des classes qui ferment, du coup des boulangeries qui vont fermer, etc. Vous vous demandez finalement à quelque chose près. Comment on peut avoir dans un coin des lycées où il n'y a que 300 élèves je visite d'autres lycées où vous avez 2000 élèves, quoi, en fait, des lycées dans les Hauts-de-France. Et évidemment, ben, la vie dans un lycée de 300 élèves, elle est quand même normalement très agréable. Donc ça devrait attirer des gens pour y mettre leurs enfants. Enfin bon, si tant est qu'il y a un tout petit peu de substrat économique, quoi. Mais, donc moi, j'ai encore vraiment une vue très positive et très, on va dire, optimiste de la société. Mais il faudrait arriver de temps à autre à réinsuffler, je veux dire, réamorcer la pompe, quoi, en fait. C'est, C'est ça un peu cette espèce de fourre-tout Paris contre le. Enfin moi les gilets jaunes, j'ai trouvé que c'était aussi ça, quoi. Un peu Paris ou les grandes métropoles contre le reste de la France. Alors finalement, On avait cette discussion, ouais. en effet, juste avant le démarrage du débat. Mais la France périphérique, c'est un concept géographique à la base qui vient de Christophe Guilluy, hein, sauf erreur de ma part, qui est géographe, hein, qui est un intellectuel, et qui est plutôt, lui, sympathisant des Gilets jaunes. Donc il n'y a pas de dimension négative ou péjorative dans l'expression. Elle a quand même une réalité, selon moi, parce que le mouvement, il est parti d'où? Cette colère très puissante, elle est partie d'où? Des gens, de l'affaire, bien sûr, des taxes et du gasoil, et du fait que ces gens sont réellement relégués hors des centres-villes. C'est la France des ronds-points, typiquement, dans des zones où ils n'ont plus accès justement aux cœurs vitaux du pays. Oui, ou hors des centres-villes ou dans des villes où il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de Exactement. gare, il n'y a pas de transport en commun, où la voiture, cette notion d'augmentation du carburant qui a mis le feu aux poudres, c'est sans voiture on crève. Absolument, ouais. Et ce qui m'a énormément frappé, c'est qu'en parlant avec les gens, il y a des choses qui revenaient tout le temps, des phrases qui revenaient tout le temps, et notamment celle-ci. On vivait à côté les uns des autres et on ne le savait pas. On ne se parlait jamais. On se croisait au supermarché. On ne connaissait même pas nos noms. Et il y avait plus de... Le lien était totalement rompu. Il n'y avait plus de notion de voisinage. Et ces gens-là, pour la première fois, recommençaient à se rassembler, à faire connaissance. C'était vraiment, à cet égard, un événement sensible de première grandeur. Et pour revenir à la querelle Paris-Province, c'est vrai que l'un des chocs politiques et esthétiques du moment, c'était aussi de voir ces gens monter de toutes les provinces dans les artères les plus bourgeoises et vitrifiées par l'argent de la capitale,
des rues justement où d'une autre façon on ne se parlait pas non plus, où on se croise, où les avocats croisent les attachés de presse, mais où la vie de quartier en réalité n'existe pas. Tout se passe entre les murs des appartements ou dans les lieux, voilà, les lieux chics de rencontres, etc. Et ces gens qui étaient en demande de liens sociaux venaient taper à la porte des quartiers les plus bourgeois de la France entière. Donc là, il y avait vraiment un choc entre deux mondes qui était, qui m'a aussi donné envie de passer au roman. Parce que ça, c'est des choses dont vous pouvez rendre compte par des images, par des phrases, quoi, mais pas par des thèses, en fait. Il y a une différence quand même. Là, effectivement, c'est une France qui se connaissait plus, même quand ils étaient voisins. Chez vous, il y a quand même une super solidarité. Ouais, Elle est ouais. là, à la mort de la mère, ils sont vachement invités chez les voisins, chez les collègues. Quand les gamins sont laissés, parce que le père travaille, il y a toujours la famille à côté chez qui on peut aller sonner. La notion de solidarité, elle est quand même très très présente encore. C'est vrai, oui. Ouais, ouais. Elle est rassurante même. Elle est rassurante, ouais. C'est une solidarité de lotissement, hein, c'est-à-dire bon, où chacun a construit sa maison un peu en même temps que l'autre, puisque de toute façon elles se ressemblent toutes, et ils se sont aidés à faire les terrasses, et voilà, oui, c'est une solidarité alors elle n'est pas avec tout le monde, mais en tout cas c'est une solidarité aussi peut-être d'association, c'est-à-dire que bon, ils font à peu près les mêmes choses, donc ça existe encore, enfin je veux dire, les moyens de se connaître en France existe encore au travers d'associations, au travers des activités municipales. Enfin bon, oui. Abel, la frustration pour Jenny, c'est un peu la base de tout. Ouais, de pas mal de choses, la frustration, le ressentiment aussi. Euh, c'est une fille qui passe beaucoup de temps à regarder les autres construire leurs premières amours, s'agréger en bande. Alors il y a une bande qui la terrorise, qui sont autoproclamés les maîtres du swag, et donc c'est quelques garçons qui sont un peu les rois de la jungle et qui voilà, qui sont aussi des terreurs, et donc elle les regarde comme ça, comme des espèces de dieux vivants, et en même temps elle a quelque chose quand même de morbide en elle, hein. Je veux dire, c'est pas je décris quand même une jeune fille qui bascule dans un terrorisme concret, sanglant, et donc elle a des visions un peu meurtrières assez jeunes. Donc c'est qu'un roman, donc je mets pas des mots. Je fais pas, c'est pas une expertise psychiatrique, mais bon, peut-être qu'elle a des problèmes de cet ordre-là. Mais oui, voilà, elle est frustrée, et puis elle est elle est dans un monde totalement artificiel, qui est aussi celui des réseaux sociaux. C'est comme ça qu'elle va être hameçonnée, qu'elle va être approchée, c'est sur les réseaux sociaux. Et donc, je décris ça, et quand les uns et les autres, on parle d'un monde peut-être où il y a moins de solidarité, où il y a, il y a moins de solidarité entre les gens. Je pense qu'il y a aussi cette révolution anthropologique des réseaux sociaux, ce nouveau rapport à l'information et aux liens sociaux. Et ça, je dirais que ça essaime de partout, soit dans la France périphérique ou pas périphérique. Et Oui, parce je que dirais là, que c'est ça qui elle pourrait vivre n'importe où. Elle est, Ouais, elle est à Sucy-en-Loire, ville Oui, imaginaire de la Nièvre, mais on voit à peu près à quoi oui, ça peut ressembler. Mais elle serait à Paris, en banlieue, à Marseille ou n'importe où. Je pense qu'il y a une sorte ce serait la même. d'égalisation de la jeunesse, en tout cas vis-à-vis de ces nouveaux médias qui ont des conséquences à mon avis, extrêmement funestes et extrêmement dangereuses. Moi, je suis totalement effaré. C'est si facile que ça de se retrouver en contact, Ça, hameçonné par. Pour la question particulière du terrorisme, ça a été vraiment une révolution. C'est-à-dire qu'il y a c'est à partir de 2013-2014 que il va y avoir des parcours de radicalisation qui vont se faire que par les réseaux sociaux, sans rencontre dans une mosquée ou dans un lieu physique. Et
et avec des histoires parfois totalement dingues où un recruteur va faire partir quelqu'un sur zone sans l'avoir jamais rencontré physiquement et tout en ayant une histoire d'amour avec, la personne recrutée, mais tout ça sur Internet. Et c'est ce que je décris aussi, parce que finalement, sa mentor, Dounia, mon héroïne, elle la voit physiquement assez peu. Mais elle va investir tout à coup une espèce d'amitié extrêmement forte, qui consiste surtout en messages avec des émoticônes, avec tout ce que ça aussi d'un petit peu décérébrant, quoi. Mais parce que Dounia la flatte. Enfin, il y Ouais. a quelque chose de l'ordre de la Bah, flatterie, de la réassurance, oh Ouais. mon miroir, mon beau miroir, quoi. Enfin, Exactement, elle a vu qu'elle avait une faille narcissique et du coup, elle a décidé d'utiliser cette faille narcissique, plus ou moins consciemment d'ailleurs, pour, euh, pour recruter cette fille et en lui disant voilà, maintenant tu t'as pas à faire d'efforts pour essayer de t'intégrer auprès des autres. Dans ton collège où tu es victime de cyberharcèlement, il y a une solution bien plus simple et radicale qui consiste à les haïr et à considérer qu'ils sont de l'autre côté du monde, quoi, qu'ils font partie d'un espèce de tout homogène qu'il faut détester parce que c'est les mécréants, les couffards. Et d'une certaine manière, c'est un discours qui lui parle parce que elle, tout ce qui peut lui permettre de refuser le réel l'intéresse. puis il y a une espèce de truc hyper mal digéré, quoi. Enfin, à un moment, vous dites, Ouais. il fait de la théologie, elle veut lire de la propagande, elle essaie de lire les textes, machin. Enfin, Ouais. Puis elle il le y a- lit sur Google. Enfin, c'est vraiment, voilà, elle fait sa formation théologique sur Google, quoi. Très concrètement, c'est ça. Elle fait, voilà, elle lit des sourates qui sont probablement mal traduites, qu'elle trouve sur Internet, et puis elle regarde des vidéos et elle lit des blogs. Donc c'est comme ça une espèce de formation à la diable, euh, très anarchique. Laurent parlait de solidarité. La solidarité va même jusqu'au fait que finalement, c'est l'ami de la famille qui, au premier procès, sera plus solidaire de ce fils aîné de Fus que le père. Oui, effectivement. Mais là encore, c'était un ressort assez intime que je voulais explorer, c'était de se dire, est-ce que c'est plus facile parfois de soutenir l'enfant d'un autre, parce qu'on n'a pas justement ce regard, on n'a pas, il n'y a pas cette, entre guillemets, cette honte potentielle qui peut s'instaurer. Est-ce que c'est pas plus facile finalement d'être héroïque, on va dire, avec l'enfant d'un autre qu'avec son propre enfant? C'est ça en fait qui m'intéressait d'explorer un peu. Et pour le coup, chez vous, alors les réseaux sociaux, ils sont un peu là, mais Oui, ouais. ça existe pas trop quand même. Bah, le père, disons, Oui. suit un peu l'activité de C'est- son fils, ouais, parce que c'est le petit frère qui lui montre, quoi, via, ouais, Alors les réseaux sociaux et les gilets jaunes, ça a quand même été une façon de communiquer, bah, pour le coup, plutôt formidable. Enfin, vu que France entière, des gens qui se connaissaient pas. Et puis en parallèle, vous égratignez aussi pas mal les journalistes et les médias, de façon assez justifiée. Et moi, il y a votre protagoniste, Eliel, ce journaliste de Libération, où vous montrez qu'en fait, il est d'une génération qui n'a pas vraiment eu de culture politique. C'était ça le problème des journalistes ou parce que je pense à votre essai aussi sur le monde des médias. Il y a aussi le fait que de plus en plus de médias appartiennent aux plus grosses fortunes, de toute façon. Non, le problème enfin, l'état du journalisme, il est multifactoriel, hein. D'abord, il y a le lien, la suggestion actionnariale qui est fondamentale, hein, et qui s'est renforcée depuis, je dirais depuis 2015, sous le quinquennat de François Hollande, qui s'est accéléré. Maintenant, on a réellement 90% des grands médias qui sont détenus par des fortunes du CAC 40. Et même à l'intérieur des fortunes du CAC 40 par parfois des familles, parce que Xavier Niel, qui possède Le Monde,
l'Obs, etc. Et le beau-fils de Bernard Arnault, qui possède Les Échos, Le Parisien, etc. Donc voilà, donc là on a des nouveaux féodaux en fait, qui ont fait main basse sur l'information avec toutes les conséquences dramatiques que ça a sur la politique française actuellement. Mais ce n'est pas le seul problème de l'état du journalisme contemporain, parce qu'il y a aussi la sociologie du journalisme contemporain qui est fondamentale, et qui, quand il s'agit d'observer un mouvement populaire comme les Gilets jaunes, pèse de tout son poids. C'est-à-dire que dans les écoles de journalistes, vous avez à 90% des petits bourgeois ou des grands bourgeois. Il n'y a quasiment personne qui ait une extraction populaire. Et donc, voilà, avec toute la barrière de classe que ça... Finalement, ça rejoint les intellectuels de gauche aussi, enfin, petits ça, bourgeois, ça, grands ça, bourgeois. ça recoupe, tous ces facteurs conspirent ensemble au pire, c'est-à-dire à l'incompréhension et au fait que la société soit fracturée entre différentes classes qui ne se parlent plus, qui ne se comprennent plus. Et c'est pas effectivement comme ça qu'on peut faire un pays, quoi. Ça c'est sûr. Mais On parlait des médias, vous du parlez manque de aussi de la politique. culture, oui, de la culture politique. Là, je dirais que c'est plutôt générationnel, à savoir que ma génération en fait partie. Quand on a fait ces études à la fin des années 90, on était au maximum de la dépolitisation du monde. C'est-à-dire que extrême droite, bon, bah oui, il y avait le lepénisme qui l'incarnait à sa façon, mais l'extrême gauche, c'était totalement groupusculaire. Tout ce monde de conflit n'avait pas beaucoup de sens, et on était dans une vision de l'histoire un petit peu à la Fukuyama, d'apaisement mondialisé de tous les conflits. Et on a vu comment la société s'est recrispée, retendue depuis une quinzaine d'années. C'est totalement spectaculaire. Et c'est vrai que moi qui, par exemple, fais des études de philosophie, à la fin des années 90, on pouvait faire tout un parcours académique sans aucunement être formé à la sociologie, à la praxis concrète, et uniquement avec des philosophes idéalistes. Voilà, on était entre Kant, l'école de Francfort et Platon, et tout était évidemment. Le personnage d'Eliel synthétise un petit peu. Il est le fruit d'une sociologie, d'une génération et d'un moment de l'histoire. Et j'ai essayé de mettre dans lui tout ce que je sais de ces gens qui sont aujourd'hui trentenaires, quadragénaires, parfois quinquagénaires, et de leur vision du monde quand ils sont journalistes. Alors, il reste 3 minutes. Est-ce que nous avons on a le temps de prendre une question. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat ou... Alors, est-ce que le point commun dans vos 3 livres, ce n'est pas la difficulté pour vos personnages de mettre des mots sur ce que chacun vit, sur leurs émotions? Et cette absence de mots ne conduit-elle pas à la violence? 1 minute chacun. Ouais, je suis tout à fait d'accord. En tout cas, pour Sœur, c'est vrai, c'est un thème central. C'est une fille qui manque de mots. Et ça va expliquer en grande partie ce qu'elle va faire, ce qu'elle est devenue. Oui, c'est juste également dans ce texte. Bon, ceci étant, on peut aussi avoir une vie où il y a très peu de mots échangés et qui soit quand même une vie harmonieuse. Hein. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que l'absence de mots explique un peu la progression du drame. Moi, je dirais plutôt que c'est le retour des mots, justement, le retour des mots mis sur les souffrances, mis sur les problèmes, mais qui va être fracassé par le pouvoir de façon catastrophique, quoi. Et par d'autres mots, finalement, parce que les mots des médias... Et par des mots infamants. Et par des gens qui savaient peut-être mieux les utiliser et les Voilà. manipuler.
Absolument. Le pouvoir des mots, le pouvoir du collectif. On va essayer de sortir pas trop déprimé de cette rencontre et de garder cette notion de solidarité dans le collectif. Un grand merci, Laurent Petit-Mangin, Abel Quentin et Aude Lancelin. Sœurs, La Fièvre et Ce qu'il faut de nuit. Pour ceux qui ne les auraient pas encore lus, chaudement recommandés. Et j'espère que l'année prochaine, on retrouvera le collectif et donc le public. Merci. Merci. Merci.